Pour Rollup, ceci dit, ce qui est intéressant de voir, c'est que Rollup avait apporté des innovations qui sont maintenant, je m'en aperçois parce que j'ai pas forcément fait autant de veille sur Rollup que sur les autres, qui commencent à être pas mal implémentées par Webpack et JSPM. Donc c'est vrai que ce que je vais vous présenter là, il y aura une partie des choses que vous aurez déjà vues. Ce qui va être intéressant en fait ici, c'est que Rollup, au-delà d'être un package manager, c'est aussi un projet qui vise, on va dire, à promouvoir vraiment les systèmes de modules de S2015 de plusieurs façons, et notamment via le JS Packager. Donc, juste pour parler vite fait de moi, donc moi c'est Mathieu Breton, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc au sein de JS République, en fait, je suis directeur technique. Voilà, donc ça c'était pour le petit slide. Et donc, JS, pardon, Roller.js, en fait, c'est un packager qui a pour but de vraiment se mettre, on va dire, dans ce qui va arriver bientôt, donc les packages de S 2015. C'est fait notamment par Bogdan Chatkin, alors je ne sais pas si j'ai écorché son nom, qui est le monsieur qui contribue beaucoup à PostCSS, donc vous devez peut-être plus entendre parler. Donc voilà. Donc l'état de l'art actuel, donc ça c'est vrai que maintenant du coup vu les deux premières présentations qu'il y a eu, c'est un petit peu moins vrai. Alors je serais très curieux de voir hier comment JSPM se débrouille vu qu'il n'utilise pas les systèmes d'import de S 2015 ou en tout cas enfin, les problématiques qui sont qui sont expliquées dans Rollup, je vois pas comment il les a corrigées en fait. Mais enfin, ce sera intéressant de voir. Donc ouais, de base, avant que la sortie de Webpack, alors d'ailleurs Webpack 2 genre, sort quand, je sais plus, mais là il est encore en bêta pour moi. JSPM, en fait, avant leur dernière version, ils n'étaient pas capables de faire justement ce fameux thread checking dont on vous rabâche les oreilles depuis le début de cette soirée. À l'heure actuelle, il n'y avait que Rollup. Donc, pour vous faire un peu, pour vous dépeindre un peu toutes les fonctionnalités de Rollup, il est capable de vous faire des packages, que ce soit pour une librairie Node ou pour du front. En sortie, vous pouvez avoir donc de l'UMD, de l'AMD, du Common, du Global et forcément de l'ES 2015. De base, normalement, il produit des assets qui sont plus petits que les autres. Il est capable aussi de gérer les dépendances cycliques. Alors ça, en fait, c'est ES 2015 qui vous le permet en vérité. De base, en Common et en AMD, vous n'êtes pas capable de gérer des dépendances cycliques. Ce que j'appelle des dépendances cycliques, c'est un fichier A, un fichier B, et chacun fait des appels sur l'autre. Ça, les deux systèmes de package dont j'ai parlé ne sont pas capables de faire. Avec ES 2015, vous serez capable de le faire. Alors, il y en a aussi qui considèrent que de toute façon, ce n'est pas une bonne pratique en architecture de faire ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et il dispose en fait d'une API JavaScript, d'une intégration avec un gulp ou un grunt, et aussi d'une API par terminal, enfin d'une interface par terminal. Les limitations, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un projet qui est un peu expérimental, donc il en existe. À la différence de JSPM ou de Webpack, il sait faire que du JavaScript, lui. Il fonctionne uniquement avec ES 2015 et CommonJS. Et on va voir qu'avec CommonJS, en plus, il faut mettre un plugin en place. Et il a besoin d'un transpiler ES 2015, donc un Babel. Pourquoi? Comme il supporte uniquement la syntaxe des modules ES 2015, il a besoin qu'on transpile derrière le code pour qu'il puisse fonctionner dans un browser. Alors, du coup, je vous rappelle un peu la syntaxe des import-export pour Babel. Donc, si vous voulez exporter, enfin ça, Antoine l'a déjà expliqué très bien. Si vous voulez exporter donc quelque chose, vous mettez export devant, et là, typiquement, j'exporte une méthode getJSON. De la même façon, si je veux l'importer, je vais faire un import avec entre brackets ce que je veux extraire et l'API. Et donc là, il enlève le code mort si il en existe dans le fichier API.js. Et donc on va voir ça notamment sur le site de Rollup qui est assez bien fait pour comprendre vraiment le concept de tree checking et qui est absolument pas adapté sur une petite résolution. Alors je vais quand même essayer de vous le montrer. Non, si je fais ça, ça va être un peu complexe. Comment je vais faire? Attendez. Ah, d'accord. Ok. Donc, partons de ces fichiers-là. Donc, avec un fichier d'entrée qui fait un import d'une méthode cube venant d'un fichier mat.js, j'invoque uniquement la méthode cube en lui filant un 5 comme argument et je fais un console log avec ça. Si on regarde le fichier mat.js, lui, il dispose d'une méthode square qui va donc faire un carré de la valeur qu'on lui donne, qui est exportée tout comme la méthode cube.
qu'on voit ici. Donc cube, c'est très simple, on fait juste le cube du nombre. Et en fichier de sortie, excusez-moi, ah, ça a marché ça tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, pas compris. En fichier de sortie, on voit que par exemple si on lui demande un AMD, il va nous sortir donc une méthode define avec uniquement la méthode cube à l'intérieur. Donc le square n'a pas été importé. De la même façon, il est capable de le faire avec CommonJS. Donc là, il y a juste la fonction. Avec ES 2015, en global, donc toujours la même chose, il n'importe que cube et en UMD, le format qui sert à rien. Voilà. Donc ça, c'était pour vous vraiment vous expliquer la big picture du thread shaking. Le thread shaking, il considère en rollup qu'il est viable. Hop. Non, je vais y arriver. Excusez-moi. Hop, 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 hop. Non plus. De quoi? J'ai pas compris ce que j'ai fait là en fait. Ok. Ça restera un mystère. Est-ce que c'est efficace ce fameux thread shaking? Donc il nous en a déjà montré une partie. Je vais vous en montrer une autre. Typiquement, ce que vous avez pu voir là vite fait quand je switchais, ça s'appelle le voilà, Verono de tessellation. C'est donc un petit effet graphique qui est fait sur des polygones. La plupart du temps, c'est fait en D3. Si vous incorporez D3 de base minifié et GZIP, ça vous fait à peu près 58 kilooctets, grosso modo. Avec l'implémentation de thread checking de Rollup, vous arrivez en fait à 8 kg parce que vous allez utiliser qu'un certain nombre de méthodes dans D3. Vous n'allez pas tout utiliser parce que déjà D3 c'est immense et vous n'en avez pas besoin. Et donc lui il va se rendre compte de ça et va vous supprimer en fait tout le code qui va être inutile, non appelé. Donc pour vous montrer un peu ce que c'était pour vous rappeler ce que c'était l'effet dont je vous parlais, c'est cet effet-là en fait. Donc qui est quand même pas trivial finalement quand on regarde. Et pourtant on arrive à tomber sur du 8 kilooctets quand on enlève tout le code mort. Donc, ça peut être assez intéressant dans des sites pour avoir quand même des rendus assez rapides, de pouvoir supprimer tout ce code qui ne sert à rien. Hop. Donc je vous disais au démarrage de la présentation qu'il était capable d'utiliser CommonJS, pourtant il ne supporte que la syntaxe en import-export des modules 2015. Et donc en fait il y a un plugin fait exprès pour Rollup où en fait il va tout simplement convertir la syntaxe d'un common en syntaxe ES 2015 après pour pouvoir la traiter. Donc là typiquement on a la syntaxe un peu comme ce qu'on pourrait retrouver en Node, donc avec un require et derrière un export. Et il va la transformer en gardant cet export, mais en n'utilisant pas vraiment. Mais par contre, il va faire un import du fichier et non plus un require. D'accord? Et donc, il faut quand même préférer utiliser le S2015, c'est ce que je vous disais en début de présentation. Ce projet a vraiment pour but de promouvoir cette syntaxe. Et il va aller jusqu'à créer en fait un nouvel attribut dans les fichiers package JSON qui s'appelle JSNext main, qu'on retrouve notamment par exemple sur le projet React. En fait, c'est ce nouvel attribut en quelque sorte qu'on peut trouver dans les packages JSON. C'est censé être un attribut qui va pointer sur le main qui va exposer des modules en ES 2015 et non pas un main comme celui-ci qui va vous exposer un module sous la forme d'un module UMD, quoi. L'idée étant que en diffusant finalement cette nouvelle norme au sein des projets, des packagers comme JSPM ou Webpack ou encore Rollup pourront s'appuyer réellement sur la syntaxe d'export des modules ES 2015 pour pouvoir produire un thread checking efficace. C'est pour ça notamment que je disais à Jordan, je ne sais pas comment actuellement JSPM fait pour le faire efficacement parce qu'on ne peut pas garantir par exemple avec du CommonJS que l'objet qui est exporté n'a pas eu des attributs qui ont été ajoutés dynamiquement dans l'objet exporté et donc on n'est pas capable statiquement, en tout cas en faisant une lecture statique du code, de savoir quelles sont réellement les propriétés qui vont être utilisées après par la suite. Donc c'est pour ça que je suis vraiment curieux de savoir comment ils font. D'accord. Il le fait que sur le S2015 aussi du coup? Ouais, d'accord. Donc voilà.
Donc en pratique, je me suis amusé à créer un petit projet que j'ai appelé Rollup Simple sur le repo JS Republic. Et on va voir un peu comment ça se met en place. Donc, hop, on va switcher sur IntelliJ. Hop, hop. Alors, déjà, la première chose, c'est que je vais démarrer mon... j'ai fait une commande sur NPM qui me permet en fait de démarrer un petit serveur et de déclencher un watch sur les fichiers JS. Tac, voilà, donc là on voit qu'il est en train de watcher les fichiers JS. Et on va tout de suite regarder le package.json. Alors, hop. Le package JSON, en fait, au niveau des dépendances, il y a besoin de plusieurs choses. La première, ça va être le preset fait exprès pour Babel, implémenté par Rollup, qui va en fait, en quelque sorte, overrider l'import et l'export par Rollup. Pourquoi? Parce que Babel, de base, il transpile l'import et l'export. Le problème, c'est que là, nous, on a besoin de garder le contrôle, quand je dis nous, c'est Rollup, pour justement pouvoir vérifier que du code est non utilisé. Donc on a besoin en fait de lui passer un preset différent. Après, on a Rollup, forcément la dépendance elle-même. Après, on a un plugin Babel. Le plugin Babel, en fait, on pourrait très bien s'en passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait très bien se dire, on fait d'abord une première phase Babel qui transpile le code en ES, en ES5 par exemple. Puis après, on passe le Rollup pour pouvoir faire le système d'import. Ou inversement, passer d'abord Rollup et après Babel. Le problème de cette approche-là, c'est qu'au-delà déjà que ça vous demande de faire une configuration non négligeable pour faire justement les deux étapes, en plus, c'est contre-performant. Savoir que Babel, il n'est pas ultra rapide à compiler des énormes chunks de fichiers. Il est beaucoup plus rapide à faire plusieurs fichiers séparés. Il y a un système de cache en fait. Donc eux ont implémenté une sorte de facilitateur qui gère pour vous la compilation Babel en même temps qu'il va faire le système d'import Rollup. Après, on a le plugin CommonJS, dont celui dont je vous parlais avant, qui permet justement de transformer une dépendance qui est au format CommonJS en quelque chose qui est injectable dans Rollup. Et enfin, on a le Rollup plugin NodeResolve, parce que de base, en fait, Rollup, il va essayer de chercher les fichiers dans l'arborescence. Il ne va pas forcément essayer de trouver des dépendances dans Node. Donc il faut lui donner un plugin supplémentaire pour qu'il soit capable lui-même de trouver les dépendances dans Node quand on lui précise. Voilà. Oui. C'est parce que t'es pas forcément obligé de les utiliser quand tu fais du Rollup. Tu peux très bien t'en passer. Je ne sais pas, par exemple, tu ne veux pas utiliser Babel, tu veux utiliser Tracer, tu n'injectes pas cette dépendance et ainsi de suite. Alors après, je vais vous montrer du coup le point d'entrée. Donc le point d'entrée, en fait, il est assez simple. Je fais des imports d'une méthode justement getJSON, comme je vous avais montré dans les slides précédents, d'un fichier API qui est juste à côté. Et derrière, je fais en fait juste une requête Ajax sur TheMovieDB, qui est un site en fait qui publie des descriptions de films en quelque sorte. Donc là, en fait, c'est assez simple. Je fais juste, je récupère le JSON, j'itère dessus, et pour chaque film que je récupère, je crée un bloc HTML avec le titre, la date de parution, une description et une image. Et j'ajoute ça, en fait, dans, grosso modo, le body de mon index.html. Ce qui est intéressant de voir, en fait, ici, c'est que si on jette un œil au fichier API, on voit qu'on exporte deux méthodes, un peu comme le square et le cube qu'on avait juste avant, avec le getJSON et le getText. Et déjà, IntelliJ il est assez intelligent pour voir que le getText, a priori, il n'est pas utilisé. Et c'est bien le cas quand on regarde le fichier bundle.js qui est généré par Rollup. En fait, on s'aperçoit que... Alors, donc là, le format de sortie, c'est une self-executed function. Et on s'aperçoit qu'il a juste, finalement, récupéré le getJSON, puis le code qu'on avait écrit nous-mêmes. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer un truc avant, c'est le fichier de conf de Rollup. Alors à l'inverse de Webpack, c'est assez simple. En même temps, il fait moins de trucs, donc c'est pas forcément étonnant. Donc vous lui donnez d'abord le fameux fichier d'entrée, celui qui est à la racine de votre arbre de dépendance. Vous lui précisez si vous voulez des source maps. Le format, donc là on est en fonction auto-exécutée, on pourrait très bien être en AMD, en UMD, en common, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là vous avez la destination du fichier de sortie. Le nom du module, alors le nom du module en fait c'est utilisé uniquement quand vous faites de l'AMD, vous savez le nom en fait que vous avez précisé pour la fonction.
Après, vous allez avoir justement toute l'utilisation de vos plugins. Donc là, par exemple, on lui dit de ne pas faire de la compilation, enfin de la transpilation avec Babel sur tout ce qui est dans les node modules, ce qui est logique. Pour le node resolver, on lui dit potentiellement qu'il peut utiliser ce fameux attribut JSNext que Rollup en fait promulgue. D'utiliser aussi le main qui est précisé dans les packages JSON quand c'est des dépendances NPM. Et enfin, le plugin CommonJS permet de lui dire je veux pouvoir aller chercher tout ce qui se trouve dans Node Modules. Et là, moi, j'ai fait aussi une règle d'exclusion parce que je me suis amusé à tester en fait un module NPM qui est au format ES 2015, donc en l'occurrence, c'est le Dash. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin que le plugin CommonJS passe dessus, étant donné qu'il est déjà dans un format utilisable par Rollup. Donc le résultat de ce petit test, il est là. Bon, c'est tout bête, hein, c'est juste une liste de films qui est affichée. Tac. Et donc, admettons, si j'ai envie de changer un peu mon implem et que je passe sur l'utilisation de Lodash. Hop. Donc du coup, là, vous voyez, je vais utiliser le for each natif de JavaScript. Là, je vais pouvoir juste utiliser le for each de Lodash. Tac, voilà. J'ai juste ça à faire. Et donc là, normalement, il a déjà, voilà, il a déjà retranspilé en quelque sorte. Donc ça continue à fonctionner. Sauf que cette fois, maintenant, le bundle n'a plus du tout la même tête. Et alors ça, c'est normalement, ça aurait dû faire un effet waouh, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, ça marche pas bien. C'est qu'en fait, il a récupéré toute la dépendance de Lodash. Donc finalement, ça a peu d'intérêt. Parce que justement, le fameux tree checking que je vous avais vendu n'a pas été utilisé. Alors, je ne suis pas arrivé à diagnostiquer si c'était un problème chez Lodash, qui avait mal packagé son module, ou si c'est Rollup qui l'utilise mal. Donc là, le mystère reste entier, il faudra éclaircir ça. Mais donc, c'était quand même intéressant à vous montrer, je ne voulais pas vous le cacher, quoi. Et l'exclude était uniquement pour le plugin common. Hop. Voilà. Donc ça, c'était la fin pour la démo, en quelque sorte. Et donc, en conclusion, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce n'est pas forcément prod ready. Pourquoi? Parce que justement, il y a des bugs. Mais pour moi, ce n'est pas tant ça qui va poser problème, c'est que l'écosystème NPM n'est pas prêt pour ce genre d'outils. À savoir qu'il y a très peu de modules qui exportent pour l'instant des modules ES 2015. On est beaucoup plus sur de l'UMD ou du Common, et donc il va falloir attendre finalement que tout l'écosystème évolue pour pouvoir pleinement profiter de ce genre de fonctionnalités. Après, c'est assez limité en plus comme outil, parce que on gère que des modules ES 2015 et des CommonJS. Mais pour moi, et d'ailleurs je pense que du coup le fait que Webpack et JSPM aient implémenté des features comme le tree checking, ça reste quelque chose qui va être utilisé dans le futur, quoi. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sur le dash-es, tu as bien fait les imports avec les brackets? Oui. Ouais, non, justement, non, c'était bien avec bracket, get.json et. Enfin, non, for each, pardon. Oui. Juste, c'est plus un apport. Moi, personnellement, j'utiliserais dès aujourd'hui pour vraiment exporter des librairies et peut-être pas forcément faire des projets avec. Il y a peut-être moyen que. Celui qui va apporter cette étape manquante d'avoir des librairies. En fait, moi, le projet, je le vois vraiment comme un projet un peu de labo, un peu pour promouvoir vraiment ES, quoi. Parce que même le gars dans son wiki parle beaucoup de la théorie finalement de tout ce qu'il y a dans ES 2015. Il parle de JSNext, il parle des dépendances cycliques, il parle justement de comment fonctionne le thread checking et que du coup c'est très compliqué de le faire sur Common parce qu'il y a des ajouts de variables dynamiques. Donc c'est plus pour moi un projet voilà, il faut le suivre, il faut regarder un peu comment ça fonctionne en dessous parce qu'il est assez simple en plus d'accès, donc c'est pas mal pour ça. Non? D'autres questions? Non? C'est bon? Ok. Je rajoute un tout petit truc. Ouais. Tout à l'heure, tu avais montré sur IntelliJ que tout seul, je sais plus, il savait qu'une fonction n'était pas utilisée ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais, c'est un des énormes avantages de ES 2015, c'est que comme ça, IntelliJ ou
Storm, etc., ils sont capables de vous faire de l'autocomplétion. Tous les outils que vous avez généralement, par exemple en Java, où vous avez des imports statiques, vous les avez avec ES 2015. C'est pas quelque chose qu'on a avec les autres systèmes d'import. C'est OK pour tout le monde? Bon, ben, très bien. Ben, du coup, je vous remercie d'avoir assisté aux 3 présentations et maintenant, je vous propose de nous retrouver derrière pour les pizzas et les bières.